Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bienvenue dans les Décideurs de l'Emploi, comme chaque mardi de 12h30 à 13h en direct sur Décideur TV, nous abordons une thématique liée à l'emploi. Alors soit en rentrant dans les coulisses de la politique des ressources humaines d'une entreprise avec son DRH, vous en avez l'habitude, soit en abordant une thématique transversale, voire sociétale. Et aujourd'hui, c'est bien du sociétal que nous allons traiter, puisque nous allons revenir sur la polémique autour du travail du dimanche, en abordant l'aspect juridique, économique, social et même politique de cette question de société. Et c'est avec Éric Heyer, économiste à l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques. Éric Heyer, bonjour. Bonjour. Et Nicolas Sauvage, avocat spécialiste du droit du travail, que nous allons tenter de décortiquer ce serpent de mer. Et oui, serpent de mer, puisque c'est un sujet qui revient depuis une trentaine d'années sur le devant de la scène, sans que son dénouement aboutisse à quelque chose de concret. Et c'est un dénouement qui est sans cesse chaque fois repoussé. Et tout d'abord, pour commencer, Nicolas Sauvage, pouvez-vous nous rappeler quelle est la législation actuelle ? La législation actuelle prévoit une interdiction du travail du dimanche dans toute la France, sauf exception. Et c'est une législation qui est assez ancienne, parce qu'en fait, la séparation de l'Église et de l'État date de 1905, et la séparation de l'Église et de l'État, et il s'est écoulé à peu près 7-8 mois pendant lesquels il y a eu tout un débat dans la société française pour savoir ce qu'on faisait, puisque l'État se séparait de l'Église, est-ce qu'on maintenait un jour de congé, voilà. Donc un an après à peu près, c'est 1906, il y a eu un vote, et ce vote a permis d'instaurer de façon fixe le dimanche. Bon, donc aujourd'hui c'est culturel, historique, légal, et c'est le dimanche. Il y a de nombreuses dérogations qui créent un millefeuille réglementaire très difficile, très peu lisible pour les entreprises et très peu lisible pour les consommateurs qui se cassent le nez devant des magasins qui pensaient ouverts, ils ne comprennent pas pourquoi la semaine dernière il était ouvert et cette semaine il ne l'est plus. Donc pour le consommateur c'est très compliqué à comprendre. Dans les dérogations, il y a un aspect qui est assez clair, qui est que tous les commerces ont le droit d'ouvrir 5 dimanches par an, c'est bien cela? Oui, alors absolument, et en fait, bon, ça c'est le minimum, et puis ensuite il y a des dérogations plus particulières, soit dans des zones d'affluence touristique considérable, soit dans des zones qui ont, ça peut être, on peut donner l'exemple des puces, qui est dans une zone géographique, on est ouvert le dimanche, et c'est une dérogation administrative qui est donnée. C'est peut-être important de le rappeler, ça s'est fait sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, c'était une mesure importante qui lui tenait à cœur. Ça a été voté sous le nom de la loi Maillet, du nom du député UMP, Richard Maillet, qui effectivement a créé ces zones des puces, des zones forcément ouvertes le dimanche, d'usage de consommation exceptionnelles, mais qui concernent seulement les agglomérations de plus d'1 million d'habitants. Oui, absolument, et donc ça pose ensuite des problèmes de vie ensemble, d'agglomérations plus petites qui sont autour d'une grande agglomération, qui elles n'ont pas le droit d'ouvrir le dimanche parce qu'elles ne bénéficient pas de cette exemption de cette exception à l'interdiction du travail du dimanche. Ça pose beaucoup de problèmes, l'un d'entre eux probablement étant que, une discussion qu'on aura peut-être tout à l'heure avec M. Heyer, mais sur la raison pour laquelle on interdit le travail le dimanche ou on l'autorise par exception. Et cette question vient de la détermination de celui qui peut l'interdire. Donc aujourd'hui c'est le législateur, et la question c'est est-ce que l'exception, décidément, est-ce que l'exception on la laisse faire par le maire ou le préfet, ou est-ce que… Puisque actuellement, effectivement, ce qui est le cas, la dérogation peut s'obtenir après autorisation soit du préfet, soit du maire. Voilà. Soit, est-ce qu'il faudrait réfléchir à changer la loi, considérer qu'on arrête d'infantiliser les salariés, les employeurs et les syndicats? Voilà, en tout cas, le tableau est dressé au niveau juridique, vous l'avez dit, des dérogations à la fois avec des ouvertures autorisées le dimanche, 5 actuellement par an, mais également des dérogations géographiques, à la fois sur les zones touristiques, mais également depuis 2009 avec la loi Maillet, pour des périmètres d'usage de consommation exceptionnels. Alors c'est peut-être là aussi
de là qu'est née la polémique, puisque finalement ces zones-là excluent certaines enseignes, alors que d'autres y sont intégrées, et parfois ça se joue à 1 km, 2 km. D'où le problème. Mais peut-être avant de revenir parfois sur ça se joue à la nature du commerce, puisque les Français ont découvert il y a quelques semaines que quand on était un magasin de jardinage, on avait le droit d'ouvrir le dimanche, et quand on est un magasin de bricolage, on n'a pas le droit d'ouvrir le dimanche. Et ils comprennent seulement maintenant pourquoi dans certains magasins de jardinage, on trouve beaucoup de bricolage, et dans certains magasins de bricolage, on ouvre subitement une activité d'élevage de hamsters ou de cochons d'Inde. Voilà. Effectivement, voilà, des démonstrations un peu du côté ubuesque parfois voilà. des lois. Alors, qu'en est-il au plan des statistiques et économiques, Éric Heyer? Je reste bien sûr aujourd'hui, là pour l'instant, sur ce qu'il se passe actuellement, l'état des lieux actuel. On ne se projette pas pour l'instant sur une idée de généralisation. Qui est concerné finalement par le travail du dimanche? Quel pourcentage de la population active? Vous avez 30% des salariés aujourd'hui qui travaillent le dimanche, puisqu'il faut dire que l'autorisation, ou l'exception, c'est sur les salariés. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas salarié, vous avez le droit d'ouvrir le dimanche. Donc en termes de salariés, c'est 30% des salariés qui travaillent occasionnellement ou régulièrement. En gros, c'est moitié-moitié. Il y a la moitié qui travaille occasionnellement et moitié occasionnellement. Mais ça représente quand même 30% des salariés en France. Et ça ne représentait que 20% il y a 15 ans. Donc on voit bien qu'il y a même une progression de l'ouverture. Lié à ces assouplissements. Lié à ces assouplissements. Oui, exactement. Alors, qui est concerné finalement, vous l'avez dit en termes de statistiques, mais quels sont les métiers, par exemple, qui ouvrent de manière permanente? On cite souvent le secteur de la santé, avec notamment les soignants. Oui, parce qu'il faut bien distinguer ce qui est pas du commerce, c'est-à-dire qu'il faut bien que la vie continue tous les jours. Donc vous avez les pompiers, vous avez les infirmiers, vous avez tout le domaine de santé, les gendarmes, etc. Donc ça, on a envie de dire que c'est structurel. Et ensuite, petit à petit, on a assoupli aux formes de commerce. Alors bien sûr, vous avez la restauration, mais aussi un certain nombre de commerces, dont alors il y a l'ensemble des enseignes qui sont dans les zones touristiques. Et ensuite, vous avez ces enseignes de bricolage, effectivement, qui espèrent en tout cas arriver à un peu plus d'harmonisation. On sait que pour ces enseignes, c'est une manne financière supplémentaire. La Fédération des magasins de bricolage, la FMB, estime que ces enseignes de bricolage font de 15 à 20% de chiffre d'affaires sur le dimanche. Oui, mais parce qu'on voit bien, ce qu'il faut montrer, c'est que puisque la concurrence n'est pas parfaite, puisque tous les magasins de bricolage ne sont pas ouverts le dimanche, dès que vous êtes ouvert, vous avez une rente et donc vous captez l'intégralité de cette rente. Et puis par ailleurs, ce que montrent les études du Crédoc, admettons, c'est que si vous allez acheter un peu plus de marteaux et de clous le dimanche, ça va être au détriment des livres ou d'autres choses, parce que finalement, ce qui compte avant tout, c'est votre contrainte budgétaire. C'est-à-dire que effectivement, vous pouvez acheter certaines choses le dimanche, mais le lundi, votre porte-monnaie vous rappelle un petit peu que vous ne pouvez pas dépenser à l'infini. Et donc, la vraie contrainte, ce n'est pas est-ce que les magasins sont ouverts tous les jours de la semaine, mais bien ce que vous gagnez à la fin de chaque mois. Et donc, ce que montrent les études du Crédoc, mais le rapport du Sénat qui faisait aussi un état des lieux, c'est que globalement, le taux d'épargne ne bouge pas au niveau national lorsqu'on ouvre un peu plus longtemps les magasins, parce que finalement, c'est bien à la fois ce que vous gagnez tous les mois qui importe et la façon dont vous voyez l'avenir, c'est-à-dire si vous pensez demain que le risque d'être au chômage est plus important, vous allez limiter votre consommation, et si demain on vous explique que les retraites ne sont pas financées, vous allez épargner un peu plus. Mais on voit bien que c'est d'autres déterminants et que finalement l'ouverture ou non le dimanche ou le soir sont vraiment des effets de second ordre qui, d'un point de vue national, n'implique pas de fortes variations de la consommation. En revanche, au niveau du tourisme, là oui, effectivement, le fait d'ouvrir le dimanche, les magasins qui ouvrent le dimanche dans les zones touristiques, bien entendu, ils captent une bonne part de ce que les touristes peuvent dépenser. Et effectivement, si les touristes arrivent avec des magasins qui sont fermés, ça, c'est pas une bonne chose. Donc on voit bien que si on arrive à enlever l'effet des touristes, on s'aperçoit que globalement, pour un ménage national,
c'est pas ça qui prime sur la consommation. Là, vous nous avez donné la vision effectivement de l'économiste que vous êtes, une image macroéconomique. Mais si on se penche sur le côté microéconomique, qu'on va effectivement interroger ceux qui sont concernés par cela, on l'a pu le voir à travers les salariés notamment de Sephora. Alors c'est pas le travail du dimanche, mais c'est la même problématique, c'est le travail du soir. Si on interroge également des syndicats, même des enseignes de bricolage, eux estiment qu'ils ont envie de travailler. Donc là se pose aussi la question voilà, de la liberté de l'individu, du volontariat. Et alors, je rebondis du coup, vous le savez, notre émission c'est aussi les internautes qui interagissent. Jules qui demande pourquoi le gouvernement reste buté et n'entend pas l'appel de ces enseignes. Pourquoi volontairement pénaliser ces marques et l'économie? Non, mais on voit bien qu'elles ont intérêt. Ces marques-là ont intérêt, bien sûr. Travailler le dimanche, pour elles, puisque tout le monde n'est pas ouvert le dimanche, il y a effectivement une rente. Et tout le monde, là, pour le coup, les enseignes ont intérêt, les salariés aussi, parce qu'il y a une surmajoration. Vous voyez bien que l'idée, c'est, enfin, en tout cas, moi, si j'ai bien compris la question, c'est si on autorisait l'ensemble des magasins à ouvrir le dimanche, alors il est fort probable que, du coup, la surmajoration du salaire disparaisse. Il est possible que, du coup, il y ait moins, que la consommation soit mieux répartie. Donc, du coup, que ces enseignes, moi, il me semble que ces enseignes, elles veulent ouvrir le dimanche et elles veulent surtout que les concurrents ne soient pas ouverts le dimanche. Sinon, effectivement, il y a cette rente qui disparaît. Donc, on voit bien que c'est effectivement, microéconomiquement, on peut voir des intérêts à l'ouverture le dimanche. D'un point de vue macroéconomique, ces intérêts sont largement dilués. Ce que j'entends derrière ce que vous dites, ça serait que finalement, l'intérêt qui est aujourd'hui présent finalement d'une ouverture exceptionnelle ou de dérogation est bien réel, puisque finalement c'est capté par une minorité, mais à partir du moment où on généraliserait, ce qui est la demande de ces mêmes acteurs, ils perdraient leur avantage. Je ne suis pas sûr que ce soit la demande de ces acteurs de généraliser. Alors, Nicolas Sauvage. Non, je pense que les enseignes de bricolage en particulier dont on parle, qui voudraient que ce soit ouvert le dimanche, n'ont pas du tout envie que ce soit généralisé, puisque l'explication macroéconomique d'Eric Ayer me paraît indubitable. Si tout le monde est ouvert tout le temps, il n'y a plus d'avantage concurrentiel à être ouvert le dimanche par rapport à d'autres magasins qui ne sont pas ouverts le dimanche. Est-ce que le gâteau quand même grandit? C'est-à-dire qu'il y aura un jour supplémentaire où la demande pourra rencontrer l'offre. Non, mais au plan macroéconomique, la seule chose enfin, c'est pas à moi d'en parler, c'est plutôt à vous, mais ce qui vient d'être expliqué est très clair. Il y a un gâteau qui a une certaine taille avec une possibilité de dépense, donc un pouvoir d'achat global qui est donné. Ce pouvoir d'achat, si on le répartit sur 7 jours de façon constante, il sera réparti sur 7 jours, mais il ne va pas subitement croître. Les gens ont un montant à dépenser. S'ils le dépensent en 6 jours, ils le dépensent de façon plus concentrée. S'ils le dépensent en 7 jours, ce sera plus étendu. Donc, vous partez du principe que le pouvoir d'achat n'augmente pas. Or, les heures sont majorées, ce qui est le cas actuellement, le pouvoir d'achat augmente. Oui, mais Alors, monsieur Ayer, peut-être. Oui, non, alors, il y a deux choses. Il y a d'abord, effectivement, pour ces salariés qui travaillent le dimanche, il y a un peu plus de pouvoir d'achat distribué. Ce qui est montré dans l'étude du Sénat, c'était que, globalement, quand ces grandes enseignes ouvrent, ça fait une concurrence aux petits commerces qui ne peuvent pas ouvrir le dimanche pour des raisons X ou Y, et donc, du coup, ferment. Et ce que montre cette étude, c'est que la productivité étant plus forte dans les grosses enseignes que dans les petites enseignes, du coup, globalement, ça fait plus de destruction dans le petit commerce que des créations dans le grand commerce. Donc, du coup, globalement, effectivement, il y a des gens qui y gagnent, mais il y a des gens qui y perdent. Et apparemment, ce que dit cette étude du Sénat, c'est qu'il y en a plus qui perdraient que des gens qui gagneraient. Donc, vous voyez, en termes de pouvoir d'achat macroéconomique, ça serait légèrement négatif. Moi, je pense que c'est neutre. Vous voyez que là, maintenant, on est à peu près neutre. Donc, du coup, c'est plus un problème économique, cette histoire-là, à l'exception des touristes. Alors, attention, qu'on généralise et dans les zones touristiques, je pense que c'est effectivement une très bonne idée. Mais vous voyez bien que on peut aussi raisonner à l'absurde, c'est-à-dire que si tous les pays commencent à généraliser le dimanche, finalement, les touristes ne viendront pas que le week-end, ils viendront n'importe quand dans la semaine, et donc, voilà, ça sera complètement dilué. Alors, pour peut-être apporter la contradiction à ce que vous venez de dire, en 2007, il y a eu un rapport du Conseil d'analyse économique qui est revenu sur l'ouverture des commerces le dimanche aux Pays-Bas. Il était noté que le temps hebdomadaire consacré au shopping a augmenté dans les années qui ont suivi cette loi. Et du coup, les économistes qui avaient écrit cette analyse disaient que ça venait effectivement casser l'argument selon lequel les courses du dimanche se substituent
celle faite un autre jour de la semaine. Donc, ce que vous venez de dire, qu'est-ce que vous répondez à ça? Alors, je vous avoue, nous, à l'OFCE, on a plutôt mené le travail sur l'Allemagne et sur la France, pas sur les Pays-Bas, qui est un pays qui n'est pas de la même taille. On aime bien travailler sur des pays qui ont exactement la même taille pour avoir exactement les mêmes effets. Alors, en France, le Figaro a fait des calculs et ont estimé que cela pourrait se traduire par la création de 34 000 voire à 100 000. J'aime pas utiliser les arguments d'autorité, mais on voit bien qu'entre une étude du Figaro et une étude du Sénat ou une étude du Crédoc, je ne mettrai pas les études sur le même plan. Donc on voit bien que, encore une fois, le travail du dimanche... Le Conseil d'analyse économique et sociale, on ne peut pas dire que ce soit politisé. Oui, mais c'est sur les Pays-Bas. Enfin, là, si on regarde sur la France, il y a une étude du Crédoc, il y a une étude du Sénat qui ont été menées, et c'est deux institutions qui ont l'habitude de mener des études et qui sont complètement transparentes sur leurs hypothèses, ce qui n'est pas exactement le cas, et le métier du Figaro pour le coup. Donc, on ne peut pas les mettre sur le même état. Et ce que montrent ces études, c'est ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire que globalement, l'effet peut être positif, mais dans certains cas, il peut être négatif. Donc, globalement, l'effet est neutre, encore une fois, si on enlève l'effet via les touristes. Donc, moi, je préfère rester sur cette idée plutôt que, bien sûr, n'importe qui dans son coin peut mener une étude, mais on ne peut pas les mettre sur le même plan. Alors, derrière... Oui, monsieur. Non, mais juste une réaction sur cette étude que je n'ai pas lue du Conseil d'analyse économique et sociale et probablement environnementale déjà à l'époque. Conclure que si on ouvre le dimanche, comme aux Pays-Bas, ça augmente le temps de shopping, c'est une relative la palissade. Enfin, je veux dire, il y a 6 jours pour faire du shopping. Si on ouvre un 7e jour, effectivement, ça augmente le temps de shopping. J'espère que le CESE a fait autre chose que juste constater que rajouter un 7e, ça augmentait le temps de shopping. La question, c'est pas tellement ça. C'est le vrai sujet que pose Eric hier. C'est est-ce que, parce qu'on augmente le temps de shopping, les gens dépensent plus. S'ils se contentent de dépenser la même chose sur plus de temps, à la limite, c'est très défavorable pour les magasins qui sont ouverts parce qu'ils sont obligés de surpayer leurs salariés pour rester ouverts un jour de plus. C'est effectivement un argument. Pour un même chiffre d'affaires. Donc, c'est complètement désavantageeux. Un argument contre qui stipule, vous avez raison de le rappeler, que le fait d'ouvrir ces magasins un jour de plus, eh bien, à un moment donné, les employeurs vont devoir le répercuter sur les prix, et c'est donc le consommateur qui va le payer. Et donc l'effet... C'est surtout le consommateur qui consomme dans la semaine, parce qu'en gros, ils n'augmentent pas les prix que le dimanche, ils le lissent sur l'ensemble de leurs produits, et donc c'est le consommateur qui achetait le lundi, mardi, mercredi, qui voit les prix augmenter pour financer finalement le consommateur qui va acheter le dimanche. Donc effectivement, on pourrait aussi mettre un système de sorte de péage et le dimanche, vous payez un droit pour entrer et que les prix du coup seraient un peu plus pour autant, l'argument de dire qu'il y a un argument que peuvent parfois mettre en avant les syndicats, que finalement ce sont les populations les plus fragiles qui vont travailler le dimanche, mais c'est quelque part, on pourrait retourner la situation, c'est même parfois ces populations peut-être les plus fragiles qui veulent travailler le dimanche parce que je pense aux étudiants, je pense effectivement peut-être aux femmes qui élèvent seules des enfants. Alors est-ce que effectivement c'est pour eux finalement une opportunité aussi qu'on leur enlève Oui et non, encore une fois, c'est-à-dire que effectivement faire des heures supplémentaires, travailler la nuit ou travailler le dimanche, étant donné qu'il y a une surrémunération, les populations modestes ont envie d'accéder à ce genre d'heures. Mais encore une fois, si vous le généralisez, ça veut dire que d'une part, la surmajoration risque de disparaître, et puis, encore une fois, il y aura des gagnants et des perdants. Donc si vous êtes parmi les happy few qui arrivez à accéder à cela, tant mieux, mais si vous n'y arrivez pas, vous avez une chance de perdre votre emploi. C'est ce que montre encore une fois l'étude du Sénat. C'est vraiment la concurrence entre les enseignes. Et donc du coup, il faut faire attention. Il y a effectivement, quand vous êtes l'heureux élu, c'est parfait. Mais puisque globalement, ça ne crée pas d'emploi, si ça vous crée pour vous, ça en détruit pour d'autres. De notre discussion, on se rend bien compte que sur l'aspect économique, il y a des arguments pour, des arguments contre. Ça sera relativement il y a des gagnants, neutre. Il y a des perdants. Et finalement, on pourrait presque conclure que finalement, c'est assez neutre sur l'économie. Donc finalement, ce débat est un débat de société, fondamentalement. Ça n'est pas un débat économique, mais c'est un débat de société. De mon point de vue, c'est un unique débat de société, c'est-à-dire pour la liberté, pour le confort du consommateur, la liberté du salarié, pour la synchronisation des temps sociaux. C'est ça les vraies questions qu'on doit se poser. D'un point de vue économique, on a envie de dire, avec 30% de salariés qui travaillent le dimanche,
on peut espérer que ça y est, la manne via les touristes est captée. Alors s'il faut 35%, il faudra monter jusqu'à 35%. Si on nous explique que finalement il y a beaucoup de touristes qui n'arrivent pas le week-end à acheter, là bien sûr il faut augmenter jusqu'à saturer cette contrainte sur les touristes, mais au-delà je pense qu'il n'y a aucun impact économique. Alors Jean justement dit, est-ce que le travail dominical n'est pas aussi une question de modèle de société? Ouvrir le dimanche, c'est aussi accepter une société mercantile 7 jours sur 7. Alors est-ce qu'on est effectivement dans un match société du caddie contre société peut-être du loisir, du repos, voire même société qui laisse une place au sacré? Vous en parliez Oui. C'est une question intéressante qui est lancée là, mais c'est une question qui, comme dirait Caillère, qui devrait être traitée comme un problème de société. Or, un problème de société, ça ne peut se traiter que par un vote, soit un vote général, un référendum par exemple, soit un vote local dans les entreprises. Et moi, je crois beaucoup aux vertus du dialogue social, parce que c'est pas parce que le dialogue social c'est bien pour le principe, c'est juste parce qu'il n'y a rien de plus précis que les discussions des gens d'une entreprise, des organisations syndicales d'une entreprise qui discutent avec le patron de l'entreprise sur le bien ou le mal à faire les choses comme ci ou à les faire comme ça, rester ouvert jusqu'à 21h le vendredi ou à fermer à 18h30. Et comme on est tous autour de cette table aussi des consommateurs, ça nous est arrivé de nous casser le nez à 18h un samedi à un magasin qui était fermé. On se dit j'espère qu'il est ouvert demain. On regarde l'affiche et non, il n'est pas ouvert demain, donc on ne pourra pas aller acheter le truc dont on avait besoin le dimanche. C'est très agaçant. Le seul sujet, c'est le bonheur du consommateur, il est sans limite. Quand on est consommateur, on en oublie qu'il y a de l'autre côté des salariés qui travaillent. Et la moindre des choses quand on va acheter des choses de bricolage le dimanche, c'est de remercier la personne qui est là, parce que certes, elle l'a souvent choisi d'être là et d'être caissière ou d'être conseiller dans les rayons, mais c'est quand même quelqu'un qui sacrifie une partie de la journée qui a été un peu sacralisée dans la société française. Donc le vrai sujet, c'est pas le bonheur du consommateur, parce que le consommateur en veut toujours plus. C'est François de Closets qui disait ça il y a longtemps. Il en veut toujours plus, toujours plus. Donc c'est pas ça. La question c'est, est-ce que dans l'entreprise, les partenaires sociaux qui sont grands et responsables, même s'ils ne sont pas toujours très représentatifs du côté des syndicats en raison d'un problème de représentativité en France, est-ce que les syndicats grands et responsables de salariés et la direction de cette entreprise sont capables de discuter des avantages, des contreparties qu'il faut donner aux salariés en compensation d'un travail le soir, c'est l'exemple de Sephora, qui est tout à fait extraordinaire, ou en travail le dimanche. Alors, vous soulignez effectivement un point important, puisque, et vous donnez l'exemple de Sephora, puisque finalement la saisie de la justice a été faite non pas par les syndicats de l'entreprise, mais par effectivement des syndicats… oui, une intersyndicale de commerçants de proximité d'Île-de-France. D'Île-de-France, et ce qui finalement est allé contre la volonté des salariés eux-mêmes. Et des syndicats de l'entreprise elle-même, qui n'étaient pas d'accord. Et ça a d'ailleurs amené à quelque chose qui est ubuesque, c'est qu'il y a une centaine de salariés qui a saisi la justice contre la démarche, donc contre les syndicats qui avaient initié cette interdiction à Sephora d'ouvrir le soir. Et c'est une situation ubuesque qui signifie que des syndicats, au nom de l'intérêt général de la profession, ont pu interdire à un magasin d'ouvrir à une certaine heure, alors que les salariés même de ce magasin étaient d'accord. La moindre des choses qu'on pourrait peut-être faire pour répondre à l'internaute qui posait sa question, c'est que le gouvernement autorise, crée l'exception du travail le soir ou du travail le dimanche, donc avec un accord collectif d'entreprise, donc forcément signé par les syndicats de l'entreprise. Vous savez que depuis la loi de 2008, d'ailleurs, on n'est pas obligé d'avoir des organisations syndicales d'entreprise. On peut très bien signer un accord collectif sans syndicat dans un certain nombre de domaines. Donc il suffit de mettre le domaine du travail de nuit dans ce périmètre, permettre un accord collectif et dire, quand il y a un accord collectif qui a été signé dans une entreprise, les seules personnes qui peuvent
attaquer cet accord collectif pour empêcher l'entreprise de le mettre en œuvre, ce sont les syndicats de l'entreprise. C'est-à-dire refuser, alors évidemment les syndicats qui nous écoutent vont se dresser sur leurs ergots en disant « Ah, il n'y en a pas question », mais refuser à des gens qui finalement n'y ont pas vraiment vocation à venir se mettre entre la direction et les syndicats de l'entreprise alors que ceux-ci se sont mis d'accord sur quelque chose qui convient aux salariés et aux consommateurs. Là, vraiment, d'après tout ce qu'on se dit, est-ce que finalement ce débat sur le travail du dimanche n'est pas emblématique peut-être d'une évolution de la société française qui avait effectivement pour habitude de légiférer sur tout et puis de faire de chaque sujet un combat idéologique. Finalement, est-ce qu'on ne se dirige pas à travers ce débat-là vers des solutions beaucoup plus pragmatiques, vers du dialogue social à l'allemande, vous en parlez. Est-ce que justement on n'illustre pas à travers ce sujet-là que les solutions maintenant, en France peut-être, vont se faire de manière plus pragmatique et par un dialogue social dans l'entreprise ? On peut espérer qu'on aille vers plus de dialogue social. Effectivement, il en faut plus. Mais oui, on fait le parallèle avec l'Allemagne, mais l'Allemagne est beaucoup plus dure sur le travail du dimanche que l'on est en France. L'autorisation est accordée moins souvent qu'en France. Donc, mais c'est négocié par alors voilà. Alors bon, on peut essayer effectivement de revoir. Alors, et bon, vous voyez, on part de loin là-dessus. Hein. La représentativité des syndicats est extrêmement faible. Le dialogue social est quasiment inexistant. Donc, effectivement, que l'on remette au goût du jour l'ensemble de ces négociations, c'est crucial. Mais on voit bien, sur le marché du travail, il y a eu un accord qui a été signé le 11 janvier et une loi a été promulguée au mois de juin et que les entreprises ne s'en emparent pas. Et on voit bien qu'on est encore loin dans ce processus-là. Bien sûr qu'il faut aller vers là. Je pense encore une fois, pour terminer là-dessus, quand vous parliez de gâteau, je pense que si c'est pour produire, effectivement, on pouvait augmenter le gâteau en augmentant le temps de travail et le jour. Quand c'est pour consommer, il est faux de penser qu'on augmente le gâteau en consommant plus là-dessus. Donc, vous voyez, il y a ouvrir les usines le dimanche, pourquoi pas, mais ouvrir le commerce, ce n'est pas du tout la même façon de faire. Ça viendra dans un deuxième temps, quoi. Voilà. Quand on aura augmenté le PIB. Alors, sur ce sujet, le gouvernement a missionné Jean-Claude Bailly, l'ancien président de La Poste. Il doit rendre ses décisions d'ici fin novembre. Est-ce que vous pensez, là on a vu la difficulté finalement d'avoir une réponse tranchée, oui, faut-il généraliser, oui, non. Je crois que ni l'un ni l'autre, vous avez de réponse tranchée. Non, parce que moi en tant qu'économiste, je dis simplement, il ne faut pas attendre mondes et merveilles d'une généralisation. C'est-à-dire que ce n'est pas ça qui va redonner de la croissance à l'économie française. Maître Sauvage ? J'ai une réponse tranchée, c'est qu'il faut laisser, on est dans un pays de liberté et il faut laisser les acteurs sociaux libres de discuter ce genre de choses et leur donner les moyens de le discuter et de le mettre en œuvre. Alors, est-ce que vous pensez que ça va être justement la conclusion de M. Bailly ? Il faut alors ça. On espère qu'il regarde l'émission. Eh bien écoutez, ce sera le mot de la fin. Merci infiniment d'avoir répondu à mes questions et celles des internautes. La semaine prochaine, on se retrouve évidemment à la même heure et nous aborderons le sujet des métiers du numérique. Finalement, quels sont les besoins des recruteurs et quelles sont les compétences recherchées et pour quels métiers. Merci beaucoup, à la semaine prochaine.